je trouve que le rapport de l'IRSEM, il nous ouvre sur des réalités que longtemps on n'a pas voulu voir. Voilà. Comment est-ce que la Chine s'y prend pour exercer son influence? Les routes de la soie, moi je ne les lis pas aujourd'hui de la même manière que je les lisais avant d'avoir lu le rapport de l'IRSEM. Voilà. Parce que c'est un moyen d'exercer une influence que je juge moi excessive. Parce qu'on reconstruit une histoire, on affaiblit la démocratie française, et puis on a un esprit de conquête, notamment sous l'angle économique, c'est une évidence. Moi je pense que ces rapports, ils vont éveiller l'attention des Français et des Européens. Bonjour Étienne Blanc. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de m'accueillir. Et merci. Et est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Donc Étienne Blanc, je suis sénateur du Rhône et je suis conseiller municipal au conseil municipal de la ville de Lyon. Et le Sénat a publié un rapport le 5 octobre sur l'ingérence chinoise, ingérence de la Chine dans l'université française. Et vous êtes président de la mission d'information sur ce rapport. Ce n'est pas une mission sur l'ingérence chinoise, c'était de manière beaucoup plus générale une mission sur les ingérences dans les universités et dans le monde académique français. Et ce que nous avons constaté, c'est que c'était essentiellement la Chine qui aujourd'hui avait mis en place des dispositifs très puissants pour se livrer à des ingérences dans le monde universitaire et académique. Et pourquoi vous voulez mener ce rapport? Parce que aujourd'hui, on constate que deux choses. On constate d'abord que le monde de la recherche que l'on pratique dans les universités ou de manière plus générale dans un certain nombre d'institutions de formation français, c'est un monde qui n'est pas très bien organisé pour faire face à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, qui sont des ingérences extrêmement puissantes par des pays qui se sont organisés pour cela. On verra, j'imagine, après, dans le cours de la conversation, pourquoi ils se livrent à cela. Et on a constaté qu'il y avait un certain nombre de faiblesses. Par exemple, on a mal identifié ce qui se passe. On connaît mal ce qui se passe, on connaît mal les procédures, on connaît mal les moyens. Puis la deuxième chose, raison pour laquelle nous avons fait cette mission, c'est que la France est une cible de choix. C'est le troisième pays au monde en matière de recherche. Et ça peut constituer une proie un peu facile pour un certain nombre d'autres pays qui sont parfois malveillants à notre égard. Et comment est né ce rapport? Alors, on a fait un travail très important. D'abord, malheureusement, on a eu très peu de temps. On a décidé de créer cette mission. C'est le groupe de La République En Marche, ici au Sénat, qui a créé. Vous savez, quand une mission d'information, elle est ensuite partagée par toutes les formations politiques, par tous les groupes politiques de notre Assemblée, à la proportionnelle. Donc c'est La République En Marche qui l'a proposé, et moi qui suis républicain, j'ai voulu participer à ce groupe de travail, et j'en ai assumé la présidence. Donc on a eu 2 mois pour faire ce travail. Alors comment est-ce que ça se passe sur le plan pratique? C'est une formation politique, un groupe politique qui demande au bureau du Sénat de se lancer dans des travaux sur une mission d'information particulière. Le Sénat donne son accord. Ensuite, la mission est constituée. Donc nous sommes constitués au mois de juin. Nous avons grosso modo auditionné une 50aine de personnes. Nous avons demandé une 30aine de contributions écrites. Et ensuite, nous avons travaillé avec nos collaborateurs à la rédaction de ce document. D'accord. Et dans ce rapport, il y a beaucoup de témoignages. Donc il y a témoignages des chercheurs sous pression, il y a même des instituts ou des laboratoires qui est aussi sous dépendance financière vis-à-vis de la Chine. Alors, il y a plusieurs sujets. C'est un sujet extrêmement compliqué. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Quand vous regardez l'histoire de l'Académie française, des universités françaises, de tout temps, elles ont cherché à développer à l'étranger des influences, et c'est bien normal. La langue française est une très belle langue, on veut la faire connaître. Cette langue, elle porte une culture, une très belle culture. Vous êtes ici dans le palais de Marie de Médicis. La France est une vieille histoire, c'est une longue histoire. Et c'est bien normal que les Français en soient fiers et qu'ils cherchent à la faire connaître.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'influence. De tout temps, les pays ont exercé chez leurs voisins une influence. Et puis, il y a un autre concept qui est différent, c'est celui de l'ingérence. L'ingérence, elle consiste pour un pays étranger à s'intéresser à ce qui se passe dans l'université et dans le monde académique d'un autre pays, et d'utiliser ces universités et ce monde académique pour faire passer un message. Souvent, pour présenter une histoire qui n'est pas tout à fait la sienne. Il y a un but politique. Aussi, parfois, pour aller capter des informations, ou dans le domaine scientifique ou militaire, des savoir-faire, des technologies. C'est une sorte de vol. C'est l'espionnage. Voilà. Donc d'un côté, il y a ce qui est parfaitement normal, faire connaître au monde ce que nous sommes, et d'un autre côté, il y a des intentions qui ne sont pas des intentions louables. Voilà. Et c'est ça que ce rapport fait apparaître. C'est qu'entre les deux, il faut être extrêmement vigilant, parce que parfois, on utilise l'influence pour se livrer à de l'ingérence. Et tout à l'heure, vous avez dit parmi les pays influents, c'est la Chine qui est en tête. C'est la Chine qui a le plus gros dispositif. Elle met des moyens absolument gigantesques au service de son influence. Et elle le fait sur un certain nombre de sujets. Moi, je voudrais en citer 3 sur lesquels on a travaillé. Un certain nombre de chercheurs nous disent que l'on ne peut pas parler librement de Taïwan. On ne peut pas aborder librement ce sujet-là, et pourtant, il faut l'aborder librement. On ne peut pas parler librement du Tibet et du Dalai Lama. Quand en 2016, le Dalai Lama est venu ici au Sénat, il y a eu des pressions énormes qui ont été faites, et le Dalai Lama, il porte une culture qui est la culture tibétaine. Alors, on peut, après, très légitimement, se poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le Tibet? Quelle est son origine, son histoire? Mais intellectuellement, travailler sur le sujet, librement, c'est quelque chose de parfaitement normal. Aujourd'hui, il y a un sujet sur la Chine, c'est le sujet des Ouïghours. Est-ce qu'on peut travailler sur ce sujet-là, y réfléchir, savoir pourquoi, quelle est l'origine de cette population, quels sont ses souhaits et ce qui se passe réellement pour eux. Bon. Eh bien, ce sont des sujets sur lesquels les intellectuels français, les chercheurs français, les scientifiques français, lorsqu'ils abordent ces questions-là, ne peuvent pas le faire librement quand ils le font dans le cadre de partenariats avec la Chine. Et ça, c'est bien la démonstration d'un détournement de cette indépendance scientifique à des fins qui sont des fins politiques. D'accord. Et parmi les témoignages, c'est quoi qui vous a choqué le plus? Moi, celui qui m'a choqué le plus, c'est celui de M. Dombaz, qui a été injurié par l'ambassadeur de Chine à Paris. Il a été traité de petite frappe. Il est même allé au-delà dans les expressions. Et pourtant, c'est un chercheur, c'est un scientifique. Il travaille dans un institut de recherche sur les relations internationales. Et la cause de la colère de l'ambassadeur de Chine, ça a été les travaux qu'il a faits sur Taïwan. Mais c'est un sujet, je veux dire, la France est un pays de liberté, c'est une démocratie. Et dans cette démocratie, nous disposons d'une liberté intellectuelle. Nous choisissons un sujet, nous le travaillons, et ensuite nous exprimons sur le sujet que nous avons choisi de travailler et d'étudier. Nous le faisons aussi dans le respect de règles. C'est ce qu'on appelle l'intégrité scientifique. Quand un étudiant veut faire une thèse sur un sujet particulier, la première des choses que va lui dire son maître de thèse, ça va être de préparer une liste de livres, d'ouvrages ou de thèses qui ont déjà été faites sur ce sujet-là. Et l'intégrité scientifique, c'est examiner toutes les thèses, tous les sujets, toutes les manières d'aborder le sujet que choisit l'étudiant. C'est ce qu'on appelle l'intégrité scientifique. Eh bien, quand sur un sujet particulier, on s'interdit de l'aborder sous telle angle, on s'interdit de lire tel livre, on s'interdit d'écouter telle thèse, d'écouter telle analyse politique parfois, ça ne correspond pas à ce que nous souhaitons dans nos académies. Nous voulons un pays, une université
qui pratiquent cette intégrité scientifique. On a l'esprit libre, on va chercher partout. Parfois, on découvre des choses qui ne nous plaisent pas, mais quand on fait une thèse, on le dit. Et ce sont ces contraintes-là que la Chine n'admet pas, parce qu'elle ne partage pas notre vision de la démocratie. Et d'ailleurs, quand on lit avec beaucoup d'attention ce que dit M. Xi Jinping, et d'ailleurs il ne s'en cache pas, il dit que ce système démocratique n'est pas bon. Il n'est pas bon pour l'humanité. Il le dit très clairement. Eh bien nous pensons que ces libertés, elles sont consubstantielles à la liberté de l'homme, et que ce n'est pas une bonne chose que de les contraindre et que de les effacer. La Chine considère que son régime, le régime communiste, c'est un régime d'avenir et que les démocraties libérales en face ne sont pas de bons systèmes. Nous pensons exactement l'inverse. Et ce que la France n'accepte pas, et ce sur quoi il faut qu'elle soit extrêmement vigilante, c'est qu'à la faveur d'échanges, à la faveur de partenariats, en utilisant par exemple les instituts Confucius, on cherche à lutter contre cette indépendance scientifique et cette intégrité scientifique, et qu'on cherche à façonner une histoire différente que ce qu'elle est réellement. Vous savez, moi je viens d'être frappé dans une université, je crois que c'est à Hong Kong, on a détruit une œuvre d'art qui commémore ce qui s'est passé sur la place Tiananmen. Ça veut dire qu'on veut réécrire une histoire différente de la réalité, parce que l'art, il porte aussi une histoire. Et c'est bien la démonstration que l'on souhaite, côté chinois, façonner une histoire différente pour valoriser un système qui est un système communiste. C'est le système chinois. Moi, je pourrais porter jugement dessus. C'est pas le sujet de ce que nous avons fait. Mais ce que nous constatons, c'est que ce système-là, il veut s'imposer, et en tout cas, il cherche à affaiblir les démocraties occidentales. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit particulièrement vigilant. Oui, il y a déjà, c'est-à-dire parmi les exemples, il y a aussi le PCC essaye de influencer ou donner la pression aux enseignants de changer le contenu de cours. Bien sûr. Cette influence, elle va très très loin. Elle peut prendre différentes formes. On crée un institut Confucius dans une université. À travers cet institut Confucius, on peut surveiller les étudiants, on peut orienter les étudiants. Avec la manière d'enseigner la langue, on peut orienter une pensée. Ensuite, à travers cet institut Confucius, on peut s'intéresser aux associations étudiantes qui sont dans l'université et dans lesquelles on peut pénétrer avec l'Institut Confucius. Au même titre qu'on peut contrôler des enseignements, et qui dit contrôler l'enseignement dit aussi contrôler les professeurs, leur interdire d'aborder tel ou tel sujet ou de l'aborder de telle manière. Voilà. Et ça, c'est contraire au principe de nos libertés académiques auxquelles nous sommes très attachés. Et vous savez, en France, ces libertés académiques, elles sont défendues depuis des centaines d'années. Parfois, sous l'Ancien Régime, les étudiants de Paris se sont révoltés à la Sorbonne parce qu'ils voulaient être libres et indépendants. Il y a eu de vrais sujets qui se sont posés récemment quand on a parlé de l'islamo-gauchisme. Voilà. Les professeurs d'université, enfin le gouvernement, a dit maintenant c'est un sujet, il faut que les universités fassent attention. Les professeurs d'université ont dit mais c'est pas au gouvernement d'en parler, c'est à nous. On est libre, on est indépendant, mais dans une intégrité scientifique. Et ça, ces principes-là, on a vraiment le sentiment, mais c'est une réalité, que la Chine ne les partage pas. Alors après, il y a des analyses politiques qui sont à faire. Moi, je fais une analyse politique qui est simple. C'est que je pense que la Chine veut exercer une influence sur l'ensemble du monde. Elle a été longtemps la puissance mondiale la plus importante pour des raisons diverses. Elle a ensuite décliné. Elle veut retrouver ce rang de grande puissance mondiale. Et pour le retrouver, elle cherche à affaiblir un certain nombre de ses contradicteurs qu'elle considère comme ses adversaires. Elle a en plus une volonté de conquête économique, et pour mettre en place cette conquête économique, elle utilise tous les moyens. Mais je veux dire, c'est la loi du monde depuis l'éternité. Ce que je veux dire, c'est que les Français, on ne doit pas être dupes de ce qui se passe. Et on doit résister, et on doit construire
des moyens de défendre ce que nous sommes, nos libertés, et notamment les libertés académiques. Parce que la Chine, elle est presque réussie, parce qu'il y a beaucoup de... vous avez signalé dans le rapport, il y a une autocensure croissante. Alors ça aussi c'est un sujet. Un chercheur il doit être libre, il ne doit pas avoir peur. Quand on menace lui ou sa famille, quand on restreint sa capacité de circuler, d'aller étudier en Chine, d'avoir des échanges avec des Chinois, quand on crée une espèce de peur, enfin, ce qui vient de se passer avec 2 Canadiens qui ont été emprisonnés et qui ont servi en fait d'otages parce qu'il y avait une enquête aux États-Unis et au Canada sur une des directrices de Huawei. Et je veux dire, j'imagine qu'un certain nombre de chercheurs disent « Attendez, si on va trop loin, pourquoi ça ne nous arriverait pas demain ?» Donc ces pressions, elles génèrent une autocensure. Finalement, j'accepte pas d'aborder tel sujet ou je me sens contraint de l'aborder de telle manière pour pas être censuré ensuite par le pays et qui n'accepte pas les analyses que je fais. Très clairement, ce qui vient de se passer avec une délégation sénatoriale qui est allée à Taïwan et les pressions qui ont été faites par l'ambassadeur de Chine à Paris pour dissuader les sénateurs français de se rendre à Taïwan, c'est absolument contraire à ce que nous sommes. En France, les députés, les sénateurs sont des parlementaires, ils sont libres. Ils sont libres d'aller et venir, ils sont libres de travailler sur les sujets qu'ils veulent, ils sont libres d'aborder toutes les thématiques qu'ils souhaitent. Ce sont nos démocraties. Et toute atteinte à ces libertés, pour nous, on le considère comme quelque chose de particulièrement grave. Alors ces atteintes, elles sont directes, il y a celles qui se voient, et puis il y a des atteintes qui sont plus douces. Je vous fais peur, donc je vous contrains. Et ça, nous ne l'admettons pas non plus. Et c'est pour ça la conclusion de votre rapport, c'est l'influence chinoise est globale et systémique. Alors, c'est systémique. Et je pense qu'il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a un excellent rapport qui a été fait par un institut français qui s'appelle l'IRSEM, un rapport de 600 pages qui explique pourquoi et comment la Chine s'y prend, et qui explique parfaitement bien l'organisation chinoise. L'organisation chinoise, elle a mis en place ce qu'on appelle le Front Uni, et ça n'est pas d'aujourd'hui. Le Front Uni, c'est une organisation autour du Parti communiste, qui est le parti central, mais qui coordonne toutes les actions d'influence des ministères, des universités, des entreprises publiques, des entreprises privées, de l'armée, du Parti communiste et de toutes les structures qui dépendent du Parti communiste, les jeunes étudiants, etc. Et ce que nous constatons, c'est que ce système est massif, extrêmement puissant. C'est que la Chine, aujourd'hui, consacre des moyens gigantesques au service de cette influence. Et elle veut, avec cette influence, façonner un monde qui lui serait plus favorable sous certains aspects, notamment sous l'aspect économique. Donc il ne faut pas être dupe, il faut le comprendre, il faut le savoir. Nous garderons avec la Chine des échanges. Mais ces échanges, ils seront particulièrement vigilants et je pense que ce rapport, il a contribué à cette vigilance. Et qu'est-ce que vous pensez de ce rapport justement de l'IRSEM où vous venez de citer? Parce que c'est vraiment un rapport du jamais vu, en Europe en tout cas, si complet, si c'est sans doute le rapport le plus complet et je trouve que c'est le plus clair. Il se lit très facilement, il se lit comme un roman. En fait. Il est très très bien, j'ai trouvé ça absolument remarquable. C'est une somme de travail considérable, mais c'est une somme de travail très très utile. Vous savez, le général de Gaulle qui a reconnu la Chine disait la Chine c'est la Chine, c'est un pays, il est là. Il faut tenir compte des réalités du monde. Le général de Gaulle avait reconnu, avait des échanges avec la Russie et pourtant il était très loin d'être communiste et d'être pro-soviétique. Il a reconnu la Chine à une époque où beaucoup de pays ne la reconnaissaient pas. Mais il disait qu'il faut prendre le monde tel qu'il est, avec ses réalités. Et je trouve que le rapport de l'IRSEM, il nous ouvre sur des réalités que longtemps on n'a pas voulu voir. Voilà. Comment est-ce que la Chine s'y prend pour exercer son influence? Les routes de la soie, moi je ne les lis pas aujourd'hui de la même manière que je les lisais avant d'avoir lu le rapport de l'IRSEM. Voilà. Parce que c'est un moyen d'exercer une influence que je juge moi excessive. Parce qu'on reconstruit une histoire,
on affaiblit la démocratie française, et puis on a un esprit de conquête, notamment sous l'angle économique, c'est une évidence. Est-ce que vous êtes surpris que l'IRSEM puisse sortir un tel rapport avec une telle hauteur? Alors, moi je ne suis pas surpris parce qu'on a auditionné les 2 rédacteurs de ce rapport. J'avais eu par un think tank leur nom. Je savais qu'ils travaillaient sur ce sujet-là. On les a auditionnés et on s'est aperçu très très vite qu'ils étaient absolument remarquables et qu'ils avaient des connaissances extrêmement poussées sur les agissements de la Chine. Non, moi je ne suis pas surpris de ça parce qu'il y a une vieille histoire française qui est la compréhension du monde. C'est un travail intellectuel, mais c'est aussi un travail pratique. Et vous, ce qu'ils ont fait, c'est un vrai travail scientifique. Ils sont allés chercher au bout du bout, ils sont allés au bout de l'exercice. Et ça, je crois que c'est ce que la Chine n'accepte pas. Voilà. Cette liberté qu'on a en France, d'investiguer, de choisir un dossier, de le travailler jusqu'au bout, pour pouvoir trouver la vérité par un long cheminement intellectuel, par un long cheminement de collecte, d'informations, de renseignements. Ils sont additionnés, concentrés, pour pouvoir produire ce remarquable rapport de 600 pages. Enfin, vous voyez, je l'ai lu en 3 jours, quoi, parce que j'ai trouvé ça limpide. Il y a des amis, mes amis qui viennent d'autres pays, qui m'ont demandé Ying, mais pourquoi c'est la France qui peut sortir un tel rapport? Parce que pour eux, la France a toujours une position assez ambiguë vis-à-vis de la Chine communiste. Oui. Un rapport à avoir une position si claire et aussi une connaissance si profonde pour la nature du Parti communiste chinois. Ça, c'est vraiment rare. Eux, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est peut-être Japon ou Taïwan ou d'autres pays qui connaissent mieux la Chine. Ah non. Pourquoi la France? Parce qu'on a une longue histoire, et dans nos académies, aussi dans nos armées, dans nos laboratoires de recherche sur les sciences sociales, sur les relations internationales, on a une pratique qui est une pratique très très ancienne. Et je le redis, je pense que si ces chercheurs de l'IRSEM sont allés aussi loin, c'est parce qu'eux ont travaillé librement. Ils ont pu aller chercher partout. Toutes les portes leur ont été ouvertes. Et autour, il y a toute une série d'instituts qui travaillent sur la culture chinoise, l'histoire de la Chine, le Parti communiste, l'armée chinoise, la géographie chinoise, l'océanographie dans cette région du monde, sur la mer de Chine, la géographie, l'histoire. Et on a toute une série d'institutions qui travaillent sur ces sujets-là. Et je pense que ce qu'ont fait les chercheurs de l'IRSEM, c'est qu'ils ont rassemblé pour avoir un document unique, qui est un document d'actualité. Parce que la politique chinoise, elle évolue aussi, même si le Front uni considère qu'il a l'éternité pour lui, que le Parti communiste est éternel et que cette civilisation ne bougera pas. Ce que je ne crois pas. Dans un monde qui change, il faut savoir s'adapter. Et je pense en plus que ce besoin de liberté que nous avons tous au fond de nous, être vraiment libre pour chercher, pour travailler, pour vivre, c'est un besoin humain et que personne n'y échappe. Et qu'est-ce que vous pensez, quels seront les impacts avec ces 2 rapports, un rapport de IRSEM et après votre rapport du Sénat? Oui, l'impact, c'est d'abord de dire, attention, il faut être vigilant, il ne faut pas être candide, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut surtout comprendre que si la Chine se livre à ces agissements, c'est qu'il y a des intérêts, elle a un objectif. Et l'objectif, c'est cette influence. Et cette influence, moi je pense qu'elle est double. C'est réécrire une histoire différente des réalités, par exemple du Tibet, des Ouïghours, de Taïwan, le réécrire à son profit, c'est-à-dire un peu aussi travestir l'histoire. Et deuxièmement, exercer une influence de manière à développer une économie, à développer des échanges. Et moi, je pense que ces rapports, ils vont éveiller l'attention des Français et des Européens sur toute une série de sujets, enfin, notamment sur un sujet, qui est le sujet de la concurrence économique. Aujourd'hui, nous avons des parts de notre industrie, des activités industrielles, qui produisent, mais à des prix bien plus élevés que ne produit la Chine avec des produits importés. Je pense
que l'influence, elle est là aussi, elle est à travers une économie. Ben, il faut comprendre pourquoi il y a de tels différentiels. Est-ce que c'est seulement sur le coût des salaires? Est-ce que c'est seulement sur l'accès à des matières premières? Ou est-ce que c'est pas aussi la volonté de déstabiliser des marchés à l'étranger pour affaiblir les puissances étrangères? Est-ce que c'est pas aussi le souhait de faire en sorte qu'un certain nombre de pays deviennent dépendants de la Chine? Moi, j'aurais cité un exemple que je connais bien, c'est l'exemple des panneaux solaires. Les panneaux solaires aujourd'hui, c'est une exigence. Il faut produire des énergies renouvelables propres. Et l'énergie solaire, il faut l'utiliser comme l'énergie éolienne. Mais la France ne produit plus de panneaux solaires. Vous avez 2 pays dans le monde qui en produisent, la Chine et les États-Unis. Et c'est vrai que la Chine, elle les produit à des prix qui défient toute concurrence. On a eu, nous, en France, des industries qui fabriquaient des panneaux solaires. Ben, on ne peut plus parce que les prix sont exorbitants par rapport aux panneaux importés de la Chine. Mais je pense que les rapports, alors, moi c'était sur le monde académique, sur la recherche, quoique sur la question des cellules photovoltaïques, c'est de la recherche pure, c'est des matériaux nouveaux qui sont utilisés. Et donc ça pourrait rentrer dans cette thématique-là, mais au-delà de cette thématique, autour de l'académie et de l'université, la question qui se pose, c'est qu'à travers l'économie, on peut créer des dépendances. Voilà. Et nos nations, elles ne peuvent pas se permettre d'être dépendantes. Parce que la dépendance, c'est l'affaiblissement. C'est une vieille thèse, là aussi, du général de Gaulle. Il faut être souverain et maître de son destin. À travers l'influence académique, à travers l'influence économique, c'est cette souveraineté et cet affaiblissement de la maîtrise de notre avenir qui est en jeu, je crois. Et je vois qu'il y a beaucoup de quand même couverture par les médias, c'est-à-dire les médias parlent beaucoup les 2 rapports. Rapport examen et votre Il y a rapport. beaucoup de couverture, pourquoi? Parce que longtemps on a semblé ignorer ça. Vous savez, la France est un pays qui a une volonté universaliste. Ses valeurs, elle veut les faire partager. Elle a peut-être pensé trop longtemps que sur d'autres continents et dans d'autres pays, on partageait le même sentiment. On ne s'est pas éveillé assez tôt. On n'a pas fait attention assez tôt. On a fait attention sur des questions économiques, la protection de nos secrets militaires, la protection de certains secrets industriels. Mais dans le domaine de la pensée, de la science, de la recherche, je ne suis pas sûr que nous ayons été assez vigilants. En tout cas, les rapports le disent bien. Attention, il ne faut pas être candide, il ne faut pas être dupe. On a un grand pays extrêmement puissant, qui a des moyens considérables, qui aujourd'hui se livre à des ingérences qui sont très malvenues pour l'avenir de notre pays, en tout cas en l'espèce pour nos universités et pour nos libertés académiques. On ne peut pas admettre qu'à travers un institut Confucius, on exerce une influence qui affaiblisse nos libertés. Et quand le média commence à prendre le relais et aussi commence à prendre au sérieux la menace du PCC, est-ce que pour vous c'est le signal d'un tournant Bien en sûr. France? Moi je crois que c'est une prise de conscience. J'ai été frappé. Moi, on a eu beaucoup d'émissions de radio. Mon collègue André Gatelin, qui était le rapporteur aussi, beaucoup d'émissions de télévision, beaucoup d'émissions de radio. Moi, hier soir, j'étais à Lyon devant 250 étudiants et j'ai présenté le rapport. J'ai eu une foule de questions. J'ai présenté le rapport pendant 3 quarts d'heure. Après, j'ai eu 1 heure de questions. Ça veut bien dire que c'est un sujet qui devient extrêmement important dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie culturelle et dans la vie universitaire française. Moi, je me mets à la place d'un président d'université, je reçois ce document, je le travaille, je l'examine, et ensuite, j'aurai peut-être une autre vision des choses quand une université, quand une entreprise chinoise me proposera un partenariat. Je ferai attention. Il n'est pas question de rompre ces échanges. Il est question d'être attentif au détournement de ces libertés que la Chine, je le redis, utilise à mauvaise fin. Il y a 1 an en Australie, justement, ça se passe à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est le service de renseignement qui a dévoilé beaucoup de choses, des menaces de BCC avec des détails. Depuis, en fait, après le média prend le relais, et depuis le gouvernement australien a changé complètement la... Alors en Australie, il s'est passé exactement la même chose qu'ici. C'est une mission parlementaire qui a regardé comment se passaient ces influences chinoises en Australie, dans le monde académique, mais pas que.
Et c'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience en Australie. Il y a aussi une prise de conscience en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis, où un certain nombre d'instituts Confucius ont été fermés parce qu'ils exerçaient ces influences et qu'ils détournaient ces libertés académiques. Et d'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce que c'est à la France seule d'apporter des réponses? Moi, je pense que c'est l'Europe des 27 qui doit aussi se pencher sur le sujet. Parce que si l'université française est une cible, et si la recherche française est une cible, j'imagine que l'Allemagne, que l'Italie le sont aussi. Tous ces pays qui ont des universités puissantes, des instituts de formation puissants, une recherche puissante. Et voilà. Je pense que l'Europe, elle aussi, doit être vigilante sur ces sujets-là. Et qu'on doit partager entre nous, entre pays libres, entre démocraties libres, on doit partager nos informations. Et partager les réponses que l'on doit apporter, que l'on apportera pour nous protéger. Il y a déjà cette tendance d'alliance? Alors, il y a des échanges, puisque la Commission européenne s'est penchée sur la question, mais l'université n'est pas une compétence européenne. Voilà. Elle s'y intéresse, elle travaille sur un certain nombre de sujets, notamment les échanges étudiants, les programmes Erasmus, etc. Mais à proprement parler, ça reste des sujets nationaux. En revanche, un certain nombre de commissaires européens se sont penchés sur la question, les abordant indirectement, et disent il faut que l'Europe fasse quelque chose, au moins qu'elle échange sur des bonnes pratiques pour qu'on puisse se protéger de ces influences néfastes. Et tout à l'heure, on a parlé dans le rapport IRSEM, il y a beaucoup de sujets très sensibles. Par exemple, vous avez cité comme Ouïghours tibétains, il y a aussi des Falun Gong, vous avez entendu les persécutions pour les pratiquants Falun Gong, il y a aussi le spectacle Shen Yun. Vous avez vu le spectacle Shen Yun? Bien sûr. Donc c'est un spectacle juste de danse, musique classique chinoise. Qui met en scène, il y a des histoires de persécutions de pratiquants de Falun Gong en Chine dans le spectacle Shen Yun. Mais dans le rapport IRSEM, il a parlé le cas, comment l'ambassade chinoise essaye de perturber le spectacle, c'est-à-dire donner les pressions pour les théâtres, annuler la salle. Bien sûr. Et que pensez-vous de ça? Les libertés académiques, elles sont aussi liées de manière très très étroite aux libertés culturelles. Voilà. Nous sommes dans un pays de liberté. Et je pense que quand on lit les déclarations, il y a un institut qui s'appelle l'Institut Montaigne qui vient de publier un petit livre sur les déclarations de M. Xi Jinping. Il considère que notre système n'est pas bon pour l'homme. Il n'est pas bon pour l'humanité. Nous pensons que notre système, quand il protège les libertés, il est bon pour l'humanité. Je ne vais pas porter de jugement sur le système chinois, mais contraindre, interdire, surveiller, menacer, parfois violenter, pour nous, c'est absolument incompatible avec ce que nous sommes profondément. Vous savez, quand vous regardez le continent européen, dans le bonheur de vivre que l'on nous reconnaît, il y a aussi ces libertés individuelles, elles sont rares. Quand on les a perdues, et nous, il nous est arrivé en France de les perdre, à l'occasion de guerres, à l'occasion de conflits, lorsque notre territoire a été occupé, c'est un bien qui est extrêmement précieux pour nous. Et les jeunes générations, notamment, ils sont terriblement attachés, terriblement attachés. Et je pense que tout ce qui était fait pour nous affaiblir sur ces sujets-là, affaiblir nos démocraties et porter atteinte à nos libertés, doit faire l'objet d'une vigilance, mais extrêmement précise. Et vous parlez de ce rapport de l'IRSEM, il révèle toute une série de sujets où, à travers l'ambassade de Chine, la Chine s'intéresse à des espaces de liberté qui permettent de dire des réalités qui ne lui plaisent pas. Et bien, dans une démocratie, il faut accepter de temps en temps de recevoir des critiques, de recevoir des gens qui ne vous plaisent pas, mais on est dans un pays libre. Et si vous traversez le couloir et que vous rentrez dans l'hémicycle, eh bien, vous avez des débats parlementaires avec des partis politiques qui s'opposent. On n'est pas d'accord. Mais exposer nos désaccords, les traiter, c'est pour nous consubstantiel à ce que nous sommes.
Et la première fois quand j'ai vu le rapport, quand j'ai vu tous les sujets apportés, je me suis dit, comment il ose dire tous ces sujets, parce qu'il prend le risque, non? Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Il faut dire les réalités, il faut dire la vérité. Oui. Voilà. Et je pense que c'est toujours la vérité qui l'emporte. Parfois, ça prend du temps, mais c'est toujours la vérité et la liberté qui l'emporte. Le mouvement du monde, il est là. Je crois, j'en suis convaincu. Et en tout cas, ces libertés, elles sont protégées par cette indépendance d'esprit de nos académies. Il faut être extrêmement sourcilleux pour les protéger. Et j'aimerais savoir, parce que vous êtes avocat. J'étais avocat. Oui, c'est ça. Et dans le rapport de Yixen, il a aussi parlé un cas, c'est-à-dire d'abord il a donné des notions, 3 guerres. La guerre de l'opinion publique, la guerre psychologique et la guerre du droit. Du droit. Oui. Et dans la guerre du droit, j'aimerais savoir votre avis. Par exemple, pour la Chine, le PCC utilise le droit comme arme de guerre. Pour dissuader, pour attaquer, contraindre et sanctionner. Bien sûr, et vous verrez d'ailleurs qu'on a fait une proposition. Quand un chercheur est attaqué, qu'il est cité devant un tribunal, quand il est cité devant un tribunal par des avocats, qui sont des avocats d'une grande société chinoise, Huawei en l'espèce, ils ont des moyens gigantesques. Lui, il est chercheur, il a 20 ans, il fait ses études, il n'a pas les moyens. Donc, ce que nous avons proposé, c'est que l'État, lui, le protège. On appelle ça en France la protection fonctionnelle. On met à sa disposition un avocat. On prend en charge ses frais de justice. Parce que si on ne fait pas ça, à ce moment-là, c'est la peur qui l'emporte. Protéger le chercheur pour lui permettre de chercher librement et de travailler librement, en prenant en charge les éventuelles menaces qui pourraient être faites en l'espèce par la Chine. Pour moi, ça me paraît absolument indispensable. On a eu dans nos auditions un certain nombre de personnes qui nous ont dit, mais on a des chercheurs qui disent, voilà, ça je veux pas regarder. On ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire pour le moment, c'est-à-dire la Chine, le régime chinois ou l'État chinois autoritaire profite du système démocratique pour attaquer tous les critiques ou sanctionner tous les critiques. C'est-à-dire que, comme on est un pays libre, on est une cible de choix. On laisse une puissance étrangère se livrer à des agissements sous le signe de nos libertés. Donc, voilà. Alors, dans le droit français, on a des dispositifs qui nous protègent. On a par exemple pour la recherche ce qu'on appelle les ZRR. Ce sont des zones restreintes où on ne peut pas accéder parce qu'il y a là de la recherche sur des sujets qui sont d'intérêt national. C'est vrai dans le privé comme dans le public. Il y a des entreprises privées qui interdisent l'accès à leurs laboratoires de recherche. Et si on pénètre dans ces laboratoires, il y a une sanction. Elle n'est d'ailleurs pas très élevée. Et puis il y a l'espionnage au profit d'une puissance étrangère, où là c'est sanctionné sévèrement. Il n'y a pas beaucoup de procédures, mais quand il y a des procédures, il y a des sanctions sévères. Et puis au milieu, il y a ce qu'on a appelé dans notre rapport la zone grise. Ce sont des influences, ce sont des manipulations, et là on pense qu'il faut que le législateur s'y intéresse, et qu'éventuellement il imagine des incriminations nouvelles, un délit qui pourrait être le détournement de ses libertés académiques au profit d'une puissance étrangère. Donc c'est quelque chose qui est déjà prévu dans votre proposition. C'est un sujet sur lequel on a travaillé et sur lequel on dit il faudra peut-être demain présenter un texte pour renforcer ces protections. Vous savez, ce rapport, on a eu 2 mois, comme je disais, pour le faire. On n'a pas pu aller au bout des choses. On a ouvert des portes, on a ouvert des pistes. Ce qui nous a beaucoup impressionné, c'est que une fois qu'on l'a eu déposé, toute une série d'administrations, d'entreprises, de think tanks, d'instituts de formation nous ont appelés pour nous dire que c'est très intéressant, on va vraiment se pencher sur le sujet. C'est un rapport d'alerte en fait. Voilà, on a voulu alerter. Donc vous voulez alerter le gouvernement français et aussi les universitaires, le monde universitaire. Bien sûr, et puis aussi les chercheurs. Vous avez eu le retour. Les chercheurs, on va dire, écoutez, voilà, finalement vous avez fait un voyage, vous avez été invité à un colloque, vous avez été invité à passer un week-end, vous avez été invité dans une entreprise. Eh bien, réfléchissez. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'exercer sur vous une influence ?
Voilà, un voyage payé, un week-end payé, un colloque payé, où pendant 3-4 jours, vous allez sur la Côte d'Azur pour réfléchir sur un sujet particulier. Eh ben, il faut savoir pourquoi. Est-ce que derrière, celui qui vous offre ces avantages, est-ce qu'il n'y a pas une intention malveillante? Donc vous avez eu le retour en fait qui vient de par le On a eu des président retours sur universitaire. ces sujets-là, bien sûr. Ah. Bien sûr. Une puissance étrangère qui offre des avantages à des chercheurs, bien sûr. D'accord. Et je sais que vous avez posé des questions à la ministre de l'Enseignement supérieur, Oui. Frédérique Vidal. Et quelle est sa réponse? Moi, ce que j'ai ressenti quand on l'a auditionnée, c'est qu'elle était assez satisfaite du système tel qu'il est. Aujourd'hui, on a un système de surveillance. Dans nos universités, par exemple, on a des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires qui sont en charge de la sécurité et de la défense, comme on en a dans nos ministères. Partout, sur les questions de sécurité, on a des fonctionnaires. Et ce que j'ai ressenti, c'est que pour la ministre, c'était suffisant. Et nous disons que ça n'est pas suffisant. Et ça n'est pas suffisant à 2 titres. D'abord, ces différents services, ils s'articulent mal, ils travaillent mal entre eux. Et puis ensuite, ces différents services, parfois, ils manquent de moyens. Quand on compare les moyens mis en place pour nous défendre par rapport aux moyens mis en place par la Chine pour exercer ses influences, les moyens chinois sont absolument considérables. Donc, pour s'en protéger, la meilleure arme, c'est la force du droit. Et c'est là où, dans cette zone grise, il faut peut-être mettre en place de nouveaux dispositifs juridiques. Mais pour les mettre en place, il faut qu'ils soient adaptés. Donc il faut bien comprendre quelles sont ces influences. C'est pour ça que dans notre rapport, nous disons aussi qu'il faut absolument que les universitaires correspondent mieux avec les ministères pour leur dire voilà ce qui nous arrive, qu'il y ait des échanges d'informations. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une bonne défense si vous n'avez pas bien identifié l'attaque. Donc dans ce rapport, nous disons qu'il faut bien identifier les systèmes d'influence. D'accord. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape? Alors, ce rapport, il va être étudié, il va être travaillé au même titre que le rapport de l'IRSEM, va être étudié. Et puis ensuite, s'il y a besoin de dispositifs juridiques nouveaux, c'est au Parlement qu'on votera des textes. Et s'il y a besoin de dispositifs administratifs nouveaux, c'est au sein des ministères, voire même au sein des universités, que ces dispositifs se mettront en place. Et nous sommes prêts, nous, à accompagner, par nos réflexions, à accompagner ces dispositifs nouveaux. J'ai su que ce rapport a été adopté à l'unanimité. À l'unanimité. Oui, Tout le monde a été d'accord. Quelle que soit la position politique. Quelle que soit la position. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire tout le monde déteste le PCC. Oui, ça peut être ça, alors que nous avions des communistes dans notre groupe de travail, mais des communistes universitaires qui, au-delà des convictions qui sont les leurs, savent que ce qu'ils font, ils ne peuvent le faire bien que s'ils sont libres. Voilà. Et ils ont parfaitement partagé ce que nous disions. Ça, notamment des universitaires avec qui on a beaucoup parlé des classements de Shanghai. Et vous verrez aussi une proposition que nous formulons. C'est bien de classer les universités, le nombre de publications qu'elles font, le nombre d'étudiants qu'elles accueillent, le nombre de brevets qu'elles ont déposés, le nombre de partenariats qu'elles ont déposés, tous ces critères qu'on connaît bien, les critères de Shanghai. Nous pensons qu'il faut en rajouter un, c'est le critère de la liberté. Voilà. Est-ce que l'intégrité scientifique est bien au cœur de cette université? Voilà. Et je pense que si on met ce critère-là, les universités françaises monteront de niveau, parce qu'elles sont très sourcilleuses sur ces sujets. Et parfois c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu agaçant. Vous avez de temps en temps des travaux universitaires qui mettent à mal un gouvernement, qui le critiquent, avec des observations précises. Mais quand on est dans un pays de liberté, il faut l'accepter. C'est le prix que l'on doit payer pour être un pays libre et démocratique. Et quand vous dites l'unanimité, tout le monde était entièrement d'accord là-dessus. Et quelle est votre vision à l'avenir, le monde en face de la menace du PCC? Écoutez, moi, ce que je constate, c'est que moi qui suis né après
après la dernière guerre mondiale, dans un équilibre du monde qui a duré pendant toute la fin de ce XXe siècle. Moi, je constate des changements considérables. Et je constate d'abord que se construit à nos portes, en Asie, un empire nouveau, hérité de l'Empire ottoman, c'est la Turquie, qui développe une influence en Afrique du Nord, en Libye, en Irak, en Syrie, reprenant les chemins de cet ancien empire ottoman qui a rayonné sur toute cette partie du monde. Je constate que la Chine se livre à des influences gigantesques sur ses pays voisins, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, et qu'elle cherche à aller au-delà. Vous avez parlé de l'Australie, on pourrait parler de la Nouvelle-Calédonie, on pourrait parler de la Nouvelle-Zélande, de tous ces pays qui aujourd'hui disent qu'il faut qu'on se protège parce qu'on est attaché à nos libertés fondamentales et on veut être souverain. Voilà, je constate que la Russie, elle occupe une partie du territoire européen, de l'Ukraine en l'espèce, en Crimée, au Donbass. Donc pour répondre à votre question, moi ce que je constate, c'est que se reconstruisent aujourd'hui à nos portes des empires. Et que ces empires, ils ne partagent pas nos valeurs démocratiques. Et quand vous regardez l'histoire du monde, ça c'est terriblement inquiétant. Parce que ça a toujours été une cause de conflit, et parfois de conflits militaires, de conflits guerriers. Voilà. La deuxième chose que je constate, c'est que le monde actuel, c'est un monde où l'information circule. C'est un monde avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la liberté que l'on connaît de communiquer. Et donc, quand vous ne partagez pas ces libertés, vous êtes par essence fragile. Et je pense que le Parti communiste chinois, aujourd'hui, il est terriblement fragile. Parce que Internet, les communications, les échanges, le fait que des étudiants viennent chez nous et découvrent ce que nous sommes, de parler librement, de s'asseoir sur une terrasse de bistrot, de prendre le dernier article de journal et de dire qu'est-ce que tu en penses, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, de débattre. Je pense que ce système, qui est un système autoritaire, mais comment est-ce qu'il va pouvoir tenir? Il ne peut tenir qu'en faisant de plus en plus d'autorité, qu'en prenant de plus en plus de mesures coercitives. Et au bout d'un moment, à force de prendre des mesures coercitives, je pense que le système ne peut pas tenir. Je pense en plus qu'au fond de l'homme, il y a ce besoin de liberté, ce besoin d'indépendance. Justement, la conclusion du rapport d'Alexandre, c'est des succès tactiques, mais un échec stratégique. Je crois. Et je pense qu'au bout du bout, et à terme, ce système ne peut pas tenir. C'est toujours la liberté qui l'emporte. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Juste avant la conclusion de notre interview, quel est votre message pour les Français qui pensent qu'on a exagéré l'ingérence de la Chine? Moi, je pense qu'on ne l'a pas exagéré, je pense qu'on l'a sous-évalué et largement sous-évalué. Alors je le redis, il n'est pas question de rompre nos relations avec la Chine, mais il est question d'être parfaitement conscient de ce qui se passe, de nous protéger et de dire à la Chine, quand il le faut, que là nous ne sommes pas d'accord. Ça veut dire que quand il faut fermer un institut Confucius, eh ben, il faut avoir la détermination de le fermer. Vous savez, la France, elle doit être respectée. Et on a vu dans ce rapport que sur un certain nombre de thématiques, nous ne l'étions pas. Voilà. Donc le message que je passe, moi, c'est soyons vigilants, soyons attentifs, restons ouverts, persévérons dans nos échanges, mais ne soyons pas candides, ne soyons pas faibles. La France est un vieux pays, une grande nation attachée aux libertés. Elle veut que ces libertés soient universelles, elle veut les faire partager. Il ne faut surtout pas qu'elles s'affaiblissent. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous allons suivre l'avancement du gouvernement français.